nous avoir rejoints pour retour d'expérience sur la transformation produit chez L'Oréal. Un rapide merci aux partenaires de l'événement. Avant de vous faire part de ce retour d'expérience, il est important quand même de vous partager l'histoire de la transformation produit, qui effectivement a pris racine il y a déjà une quinzaine d'années. En 2010, le groupe a lancé ou a amorcé sa première révolution digitale avec l'avènement des premiers sites e-commerce. L'idée, c'était de poser les bases d'une stratégie pour faire du groupe un des leaders du digital, du e-commerce. Une forte présence des réseaux sociaux, de plus en plus. L'avènement de la publicité ciblée, etc. Enfin, vous voyez, il y avait déjà cette mue digitale qui a commencé. Et puis, ça s'est accéléré, rapidement accéléré, pour paraphraser, avec la mise en place de la Beauty Tech, donc avec l'ambition Beauty Tech. Beauty Tech, c'est quoi? C'est en 2018 le lancement d'une ambition pour faire du groupe le numéro 1 de la Beauty Tech, enfin du digital dans le secteur de la beauté, en lançant un certain nombre de programmes, d'initiatives de transformation pour transformer justement l'expérience client, l'interaction client avec les différentes marques du groupe et aussi transformer le quotidien des employés de L'Oréal avec des solutions digitales de pointe, etc. Donc, c'est là où tout s'est accéléré. On a vu la mise en place de solutions en interne, de solutions de pointe basées sur l'IA justement pour les employés et pour les clients. On a vu de plus en plus de services digitaux se développer, notamment, à titre d'exemple, des services de diagnostic de peau basés sur l'IA, des services permettant de faire de l'essayage entre guillemets virtuel de maquillage basé sur l'AR, enfin sur la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Également et dernièrement, on l'a vu présenté par le directeur général de L'Oréal, Nicolas Hieronymus, au dernier CES de Las Vegas, une des dernières solutions développées qui est L'Oréal Paris Beauty Genius, qui est un assistant virtuel qui permet justement d'accompagner les clients sur leurs problématiques beauté, à définir des routines, à les accompagner tout au long de leur expérience beauté avec les marques du groupe, et donc basé sur la GenAI. Et donc vous voyez, il y a eu une sorte de boom des solutions digitales avec la Beauty Tech. Et également en interne, l'agilité est devenue dans les mœurs, on va dire, et même dans certains périmètres avec une transformation d'agilité à l'échelle qui s'est opérée en parallèle. Côté IT, côté tech, on a vu effectivement émerger différentes équipes produits qui justement pouvaient parfois faire émerger des bonnes pratiques du mode produit, etc. Mais néanmoins, ça restait des pratiques, il y avait des pratiques hétérogènes et puis on ne capitalisait pas assez justement sur les pratiques du product management. Donc à ce moment-là, en 2022, une core team réunissant des experts côté IT et côté business s'est réunie pour justement travailler sur le cadrage des pratiques du product management adapté au contexte L'Oréal. Autrement dit, la mise en place d'un frame, donc le L'Oréal Product Frame, qui consolide l'ensemble des concepts, des bonnes pratiques du product management, typiquement la description des rôles et responsabilités des équipes produits. Donc c'est ce qui a permis d'accélérer aussi le recrutement de talents du product, donc des PM, des PO sourcés en externe. Ça, on va dire, ça a posé les bases de ce que c'est le product management chez L'Oréal. Ce n'était pas suffisant, évidemment. Il faut l'ambition, évidemment, de mettre en place le product management chez L'Oréal, c'est de répondre à un certain nombre d'enjeux, et Sarah va les présenter, mais il fallait aussi aller plus loin sur l'opérationnalisation. Ça restait un frame, évidemment, c'est un bon début. Il fallait opérationnaliser auprès des équipes produits pour les aider à monter en maturité et à vraiment, on va dire, gagner en efficacité pour développer des produits digitaux. Donc effectivement, c'est là où je suis arrivée il y a un an chez L'Oréal. Je vais quand même me présenter parce que c'est un peu mal poli. Donc je suis Sophia Karoum. Donc comme je vous disais, il y a un an, j'ai rejoint le groupe L'Oréal. Avant ça, j'ai travaillé 13 ans dans le conseil, principalement dans un cabinet qui s'appelle EY.
où effectivement j'ai accompagné des organisations IT à transformer le modèle opérationnel pour être plus orienté business. Et ces dernières années, on a vu effectivement l'avènement du mode produit dans les entreprises françaises. Le vent américain a fini par bien s'installer chez nous. Et donc, effectivement, les dernières années, j'étais pas mal occupée, entre guillemets, à accompagner des DSI, mais aussi des lignes métiers, à construire un certain nombre d'assets et pour aider les équipes produits, justement, à faire cette transition de Agile Feature Team à Empowered Product Team. Et donc, effectivement, c'est pour ça que depuis un an, je mets à profit tout ce background-là au sein de L'Oréal pour opérationnaliser cette transformation. Et j'ai été rejointe avec grand plaisir par Sarah, donc de TIGA qui nous accompagne sur cette transformation depuis pas mal de temps maintenant. Moi, c'est Sarah Djelouli, consultante TIGA. Chez TIGA, on coach, on forme, on conseille à la fois des C-level et des équipes opérationnelles à développer des orgas produits. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai eu aussi beaucoup de plaisir à rejoindre Sophia sur cette belle mission. Quand on est arrivé avec Sophia il y a grosso modo un an, on avait besoin de comprendre qui était L'Oréal pour adresser bien cette transfo, en tout cas de la faire évoluer. On avait besoin de comprendre qui étaient les entités qui la composaient. Vous imaginez bien, L'Oréal c'est immense et donc c'est des entités très différentes les unes des autres, et ça on va bien le comprendre par la suite. On avait besoin de comprendre qui étaient les équipes produits aussi. Vous allez voir, il y a des niveaux de maturité qui sont extrêmement différents d'une entité à une autre. Et donc c'est ce qu'on a fait, on les a rencontrés, on a fité comme on dit chez L'Oréal avec ces équipes-là, et on a aussi pris le temps d'observer tous les process internes qui étaient assez structurants chez L'Oréal, mais en vrai dans toutes les grandes entreprises aujourd'hui, quels étaient les processus officiels, un peu moins officiels, et ça nous a donné beaucoup de matière pour préparer cette transfo et surtout pour poser un état des lieux, de comprendre d'où on partait, pour savoir là où on avait arrivé. On parle de contexte d'un grand groupe, donc pour avoir une idée effectivement de la complexité de ce contexte-là. Donc L'Oréal est une aventure entrepreneuriale datant plus d'un siècle, donc avec les premiers produits de coloration non nocive, etc., etc. Et puis depuis, le groupe a grossi avec l'acquisition de plusieurs marques. Aujourd'hui, il s'agit de plus de 37 marques internationales, implantées dans plus de 150 pays. Ces marques couvrent différentes typologies de produits, allant du grand public au luxe, en passant par les produits professionnels et les produits de beauté dermatologique. Donc vous voyez effectivement qu'il y a différentes lignes métiers, un étendue géographique important, donc une organisation derrière qui est matricielle, qui est complexe entre les zones géographiques, les domaines métiers, etc. Donc ça fait partie du contexte forcément un peu complexe de cette transformation. Et Sarah le disait, on avait besoin quand même de prendre le temps de s'imprégner de ça. Et je pense effectivement que ce n'est pas une phase à occulter. Et le deuxième élément de contexte, vous vous doutez bien, L'Oréal, ce n'est pas une boîte product native, hein, le cœur de métier de L'Oréal, c'est bien sûr créer et vendre des produits cosmétiques. Donc on arrive dans un contexte où on doit quand même faire avec une culture qui n'est pas une culture produit comme on peut voir dans des boîtes qui ont été créées autour d'un produit digital. Donc bien sûr il y a eu la transformation digitale, mais néanmoins l'objectif c'est bien des services digitaux autour des produits physiques que le groupe met à disposition des clients. Si on zoome dans le contexte, dans l'analyse du contexte qu'on fait en arrivant, on identifie 3 grands sujets. Le premier, c'est que, je l'ai un peu dit, les niveaux de maturité sont vraiment différents d'une entité à une autre. On ne fait pas du produit de la même manière côté recherche et développement que côté logistique, que côté innovation en boutique, innovation produit. On ne fait pas du tout aussi de la même manière du produit, on n'a en tout cas pas le même niveau de maturité, que ce soit en Europe, en Asie ou aux US par exemple. Et ça, ça a été vraiment très marquant, donc j'insiste là-dessus parce que ça a bien préparé la suite. Deuxième élément, ce qu'on comprend, ce qu'on n'avait peut-être pas anticipé notamment au démarrage, c'est que nous on est groupe et on est groupe IT.
et l'IT et le business, surtout dans des grands groupes, les priorités de l'un ne sont pas forcément les priorités de l'autre, et inversement. Et nous, on arrive bien en tête avec notre projet de transfo, d'évolution côté IT, en disant on va embarquer IT et business. On parle beaucoup, en tout cas on est plus écouté par l'IT et un peu moins par le business, donc on comprend d'ores et déjà au démarrage que notre périmètre d'intervention il est quand même plutôt au démarrage sur l'IT, sur la tech, et donc sur le delivery dans tout le process produit, et que le discovery arriverait pas tout de suite. Troisième élément hyper important à avoir en tête quand on a analysé le contexte de départ, c'est cette notion de culture MVP qui est très propre au produit, qui est cœur dans l'approche produit. Et qui n'existe pas tellement chez L'Oréal. Pourquoi? Parce que L'Oréal, c'est une marque qui voit grand et c'est ce qui a fait le succès de toutes ces marques. Et du coup, cet enjeu à voir grand tout le temps, elle se ressent partout, elle se ressent aussi dans la culture de création de produits. Donc quand un produit marche, c'est génial. Ça va très vite, tout le monde le veut tout de suite, et c'est vraiment génial, ça crée un vrai engouement. Ça crée d'autres problématiques derrière, notamment pour les équipes produits qui doivent bien accélérer. Par contre, quand le produit marche un peu moins bien, ça veut dire qu'on a mis beaucoup d'argent sur un produit, puisqu'on le sait, la tech coûte très très cher, de plus en plus cher, pour un produit qui finalement va avoir un ROI assez faible, et donc beaucoup d'argent perdu, en tout cas qu'on aurait pu anticiper dans la construction du produit. Ces éléments de contexte nous amènent à identifier 5 grands enjeux qu'on va devoir adresser dans la transfo. Premier de ces enjeux, c'est l'innovation. Donc, dans un secteur aussi compétitif, aussi concurrentiel que le secteur de la cosmétique aujourd'hui, où des pure players naissent tous les jours, et ces pure players, ils naissent digital, ils naissent avec cette tech qui est intégrée à la fois dans leur manière de fonctionner en interne, mais aussi dans la valeur, la proposition de valeur qu'ils délivrent à leurs clients. Il y a un enjeu côté... Enfin, L'Oréal se fait challenger sur ces sujets d'innovation produit digital. Deuxième élément, c'est du coup une création de dette technologique qui se fait de manière de plus en plus forte et de plus en plus importante. Troisième élément qu'on identifie, c'est finalement la capacité qu'ont les équipes IT Tech à répondre rapidement aux demandes des marques pour répondre à leurs enjeux côté business, côté marque et côté marque dans chacun des pays, ce qui peut en tout cas avoir dans certains cas comme conséquence que les marques travaillent avec d'autres équipes et des équipes en externe. Donc là, finalement, on paye 2 fois, à la fois des équipes qui sont là en interne, qui auraient pu travailler sur ces produits, et des équipes en externe. Quatrième élément, pour les équipes produits qui veulent aller très vite, elles le font, et donc pour le faire, elles ont tendance à bypasser tous les process internes de L'Oréal. Ce qui crée des produits qui sont parfois instables techniquement et qui ont du mal à scaler. Donc ça veut dire que quand on a un engouement sur ces produits, en général, on doit repartir d'une feuille blanche pour les faire évoluer. Et dernier élément de contexte, de challenge qu'on avait adressé, c'était lié à l'attractivité des talents produits et tech. Alors ça, on ne l'avait pas encore tout à fait identifié, mais en tout cas, c'était un risque qu'on commençait à percevoir. On sait que ces talents sont très demandés sur le marché et que ce sont des talents qui ont plutôt envie d'aller travailler dans les boîtes qui sont très avancées sur ces sujets-là. Et donc, on se disait qu'à plus long terme, en tout cas, L'Oréal pouvait, et sa marque employeur notamment, pouvait avoir un risque d'attractivité sur ces talents. Et donc ces challenges qu'on avait à adresser, on devait les adresser, donc Sophia va vous expliquer un petit peu notre méthode. Donc effectivement, oui, il y avait de forts enjeux, il y avait déjà des choses de lancées, là maintenant vous voyez de quoi je parle, et donc en arrivant effectivement, on s'est vite rendu compte qu'il fallait quand même se dire, l'objectif de cette transformation, c'est pas de tout casser, de faire table rase de tout ce qui existe déjà, que ce soit d'un point de vue process, organisation, etc., et de vouloir tout révolutionner pour mettre en place le product management et le mode produit partout. L'idée, c'est de trouver le bon équilibre. Vous vous doutez bien, un grand groupe de la taille de L'Oréal, avec une vue de plus de 100 ans, donc forcément, il y a déjà des choses qui sont ancrées, que ce soit organisationnellement ou dans la culture. Trouver le bon équilibre entre justement, comment on peut adapter ce qui existe déjà pour pouvoir
installer véritablement le product management, avec tout ce que cela implique, et puis éventuellement voir, quand on parle de product management, il y a des pratiques, il y a des choses effectivement qu'on ne va pas pouvoir appliquer à la lettre chez L'Oréal, parce que de toute façon ça ne fonctionnera pas. Donc il y a cet équilibre qu'on avait toujours en tête entre ce qu'il fallait adapter d'un côté et d'un autre. Deuxième conviction qu'on s'est forgée également, c'est que effectivement notre focus principal c'est les équipes produits. C'est les équipes qui veulent faire une transition vers le mode produit. Notre focus, c'est elles, c'est de faire en sorte qu'elles aient tous les moyens pour devenir des Empowered Product Teams, d'accord, mais on ne peut pas faire le focus uniquement sur les équipes produits et oublier l'écosystème. Quand on parle d'écosystème, hein, vous vous doutez bien, on parle de justement tous les contributeurs qui gravitent autour des équipes produits, ce qu'on appelle les équipes transverses, mais aussi l'écosystème entreprise, les processus, l'organisation, etc. Donc il fallait absolument, dans cette transformation, toujours impliquer un acteur de ce dit écosystème. Et on va en parler juste après. Troisième conviction, s'appuyer sur le terrain, ça paraît simple, mais l'idée c'est de se dire, même si on peut facilement tomber dans le piège de la tour d'ivoire, vous voyez, on se dit, bon, on a vu ça ailleurs, on a vu que ça marche, ça marche, on va juste appliquer ça chez L'Oréal et ça va bien se passer. Non, il y a une réalité opérationnelle, il y a des niveaux de maturité différents. Donc à chacune des étapes, on avait des contributeurs qui venaient vraiment des équipes produits, hein, qui étaient confrontés à cette réalité de faire du produit digital chez L'Oréal. Que ce soit pour construire des choses, pour tester des choses, pour avoir des early adopters sur un certain nombre de sujets. Donc on n'a jamais défait le lien avec les équipes produits. Concrètement, comment on a fait? Donc on s'est appliqué à nous-mêmes hein, les grands principes du product management. Donc effectivement, il y avait déjà des choses qui étaient lancées, le frame, il fallait communiquer dessus, il y avait déjà des chantiers qui ont été lancés par l'accord team. Néanmoins, on a quand même pris le temps d'aller à la rencontre de pas mal d'acteurs. Sarah le disait, l'objectif c'était de faire une vraie immersion, hein, et à titre personnel, j'ai fait quelques immersions au sein d'équipes produits pour comprendre réellement quelle est leur réalité. Pour créer des produits digitaux, où est-ce qu'étaient les vrais blocages, parce que quand on arrive, on entend, bon, il y a ça qui est un peu lourd, il y a ce lien avec telle équipe qui nous freine, etc. Vous voyez, tous ces points qu'on entend en arrivant. Là, l'idée, c'était vraiment de collecter des insights artifactuels, donc des interviews, hein, classiquement, on a fait des interviews avec différents acteurs, donc on nous a orientés effectivement vers des acteurs, mais nous aussi, on a identifié les personnes, que ce soit, comme je disais, des PM, des PO qui étaient là depuis très longtemps, ou bien des PM qui sont arrivés de l'extérieur pour rejoindre le groupe et qui ont déjà un rapport d'étonnement assez intéressant sur comment fonctionne le produit chez L'Oréal. Et puis évidemment aussi des experts de chacun on va dire des éléments du fameux écosystème, vous voyez, la gouvernance, l'architecture, la finance, on va en parler. Et donc l'idée c'était sur la base de ces insights-là d'avoir une base factuelle pour construire une stratégie, une roadmap de nos priorités. Très bien, on veut transformer, mais par quoi on commence? Parce que bon, on peut adresser tout plein de chantiers, on peut vite avoir le syndrome du super-héros et vouloir s'attaquer à tout, la partie RH, la finance, la gouvernance, tout ce qu'on veut. Mais il fallait quand même prioriser les choses, surtout qu'on était à des ressources limitées. Et donc TIGA nous a accompagnés justement à organiser un atelier toute une journée pour co-construire avec une quinzaine de personnes de L'Oréal, donc de différents bords opérationnels, et puis du groupe dans les zones, etc. Donc pour justement construire notre roadmap, nos priorités, on a posé en gros nos OKR. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que dans la phase d'interview, on a aussi... on n'a pas occulté le top management, on a aussi écouté aussi leur vision sur cette transformation produit. C'était important quand même d'avoir cette direction-là. On avait nos priorités qui étaient définies. On avait une légitimité, on l'a fait avec tout le monde. Hein. On a posé des résultats clés assez précis sur un certain nombre de sujets. On savait qu'est-ce qu'on voulait avoir comme outcome. Et donc, on a démarré notre phase de discovery en allant creuser les vraies problématiques qu'on avait, sur lesquelles sur les sujets qu'on a priorisés.
des exemples. Un des sujets qu'on avait priorisé, c'est de réduire, entre guillemets, le time to value, c'est-à-dire faire en sorte de délivrer plus vite les features. Il y avait pas mal de points bloquants à ce sujet-là qui étaient remontés par les équipes, que ce soit en lien avec des interdépendances, des lourdeurs de processus, etc. etc. Parmi les sujets d'ailleurs qu'on a identifiés, qui nous étaient remontés, et on vous a mis ce verbatim parce qu'il est assez représentatif du ressenti de quelques équipes produits. Donnez-nous les outils, la confiance et l'autonomie pour pouvoir innover. Donc cela, en fait, veut tout dire, hein, c'est que sur les phases justement où les équipes veulent adresser des nouvelles opportunités, tester des hypothèses assez rapidement sur le terrain pour avoir des retours utilisateurs et voir comment transformer ça en delivery, il y avait pas mal de blocages, que ce soit d'un point de vue financement, d'un point de vue outils, etc. etc. Pour justement faire le lien avec ce que disait Sarah sur la culture du MVP. Ça, c'était parmi les problématiques, les problèmes qu'on a adressés en Discovery. Un autre sujet qui était parmi les priorités, c'est de mettre la valeur au centre de toutes les décisions produits, que ce soit les décisions opérationnelles, c'est-à-dire pour prioriser tout le delivery basé sur la valeur, mais aussi sur les décisions afférentes au portefeuille de produits, donc les financements de produits, etc. Et ça, en creusant dans cette phase de discovery, parce qu'au final, quand on dit ça, on dit bon, bah voilà, c'est simple, il faut juste, sur la base de la valeur, décider si on continue ou pas telle feature, ou si on investit ou pas sur un produit. Ben, c'était pas si simple que ça, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin déjà de poser la base de la valeur, c'est-à-dire d'aider les équipes à définir des vrais indicateurs de valeur. Comme disait Sarah, il y a des niveaux de maturité hétérogènes chez L'Oréal. Il y a des équipes qui font du produit depuis le premier jour, avec des personnes qui sont product-oriented depuis le début. Donc, quand on parle de KVI, etc., c'est carré. Mais par contre, d'autres équipes qui viennent plutôt, qui sont dans une transition vers le mode produit. Et donc, on est plutôt dans un shift de mindset, de KPI vers KVI, etc. Donc, vous voyez, on est vraiment parfois sur la base, poser la base déjà, avant de parler de piloter par la valeur. Et donc, effectivement, il s'agissait aussi de répondre avec un accompagnement précis pour aider les équipes à faire ce shift. Quand on parle de cibler les bonnes solutions, là encore, on s'est structuré par focus group. Donc, les acteurs avec qui on a travaillé pour construire la roadmap, on a essayé d'en garder le maximum pour qu'on travaille ensemble par focus group. Donc, chacune des priorités avait son focus group. L'objectif, c'est de se dire, un focus group, on est un équilibre entre l'opérationnel et les experts de différents domaines, en fonction bien sûr du sujet, mais néanmoins, c'était ça l'objectif. Et donc, l'idée, c'est de se dire, l'objectif de ce focus group, c'est de construire une cible ou des assets, peu importe, en tout cas, ça dépend de la problématique qu'on veut adresser, et de rapidement tester sur le terrain. L'un des sujets que je viens d'évoquer sur la valeur, on a effectivement testé cet accompagnement de définition des KPI avec un certain nombre d'équipes. Et on a vu que ça marchait, que ça fonctionnait, qu'on arrivait justement à accélérer là-dessus. Et là, effectivement, il est en train d'être déployé, et Sarah vous en parlera aussi. En tout cas, ce qu'il faut retenir de cette phase de discovery, c'est effectivement de se dire qu'à chaque étape, on a les opérationnels avec nous pour la construction et on teste tout avant de scaler, même si parfois c'est très demandé. Dès qu'on entend parler, on dit « Ah, moi aussi je veux, monsieur ». Attendez un peu, on n'est pas encore sûr, on attend de voir si ça marche vraiment ou si ce n'est pas une perte de temps pour les gens. Donc après la phase de discovery, arrive la phase de delivery. En phase de delivery, on a travaillé en entonnoir. Donc Sophia vous l'a dit, il y avait un premier frame qui était posé, qui donnait les grandes guidelines. Ce frame, il avait besoin d'être opérationnalisé pour les équipes. C'est-à-dire que dans un des axes de notre frame, on avait la valeur. D'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire la valeur? Comment on crée de la valeur? Et donc pour ça, on a accompagné les équipes, on les a formés sur chacun des sujets. On leur a donné les outils, on a construit des assets très spécifiques. Donc la valeur, ça se travaille en définissant des key value indicateurs. D'accord, comment on crée ces key value indicateurs? On les a accompagnés au travers de workshops avec eux. On a leveragé ces workshops-là pour leur donner les outils pour être en capacité, eux aussi, de refaire ça en équipe. Et donc, voilà, sur chacun des axes, on a vraiment donné les outils aux équipes pour qu'ils puissent vraiment s'embarquer et s'emparer de chacun de ces axes de transfo. Ensuite, ce frame-là, qui permettait de donner la vision globale de la transfo, quels étaient les outils qu'on allait utiliser,
on l'a divisé en niveaux de maturité. Donc on a défini 5 niveaux de maturité pour les équipes. On les a accompagnés à s'auto-évaluer sur ces niveaux de maturité, ce qui permettait aux équipes de savoir très précisément où est-ce qu'elles étaient positionnées en termes de maturité, quel était le prochain niveau pour chacune d'entre elles, et évidemment leur donner les outils pour les aider à passer ce niveau-là. Donc on les accompagnait autant qu'on pouvait, puisqu'on était 2, mais on a vraiment capitalisé sur un maximum d'assets pour leur donner et mettre à disposition et qu'elles puissent vraiment s'en emparer et qu'elles puissent être elles aussi finalement quelque part responsables de leur évolution, de leur maturité produit. Une fois qu'on avait défini ces niveaux de maturité, on a visibiliser les produits qui fonctionnaient bien et les équipes qui avaient des bonnes pratiques produits. Et donc pour ça, on a créé des keynotes dans lesquelles on met en avant des produits à la fois internes L'Oréal comme L'Oréal GPT ou des solutions plutôt externes comme le Beauty Genius par exemple, qui est un compagnon de création de routines beauté pour des clients end-to-end, clients finaux des différentes marques de L'Oréal. L'idée derrière, c'était pas de faire de la com, c'était de dire aux équipes produits, oui, vous n'êtes pas une boîte tech, vous n'êtes pas la dernière start-up à la mode dans la cosmétique. Par contre, vous aussi, vous pouvez créer des super produits qui créent énormément de valeur pour les clients finaux, pour les employés quand c'est le cas, et donc globalement pour L'Oréal. Et donc ça a créé un engouement. Ah oui, en fait, nous aussi, on peut rivaliser, nous aussi, on peut être positionné là-dessus, et donc ça a créé un engouement. Ensuite, on a événementialisé le product management et cette transfo autour du produit et de la nouvelle organisation produit, en tout cas des nouvelles pratiques d'organisation produit. Là, l'idée, c'était au travers de... Donc en fait, pourquoi on l'a fait plutôt, c'est L'Oréal est très, dans sa culture, est très lié à l'événementiel, au marketing, et donc ça crée beaucoup d'engouement. Donc dès qu'il y a un nouveau sujet, il y a toujours un événement associé. Donc l'idée, c'était d'utiliser la culture de l'entreprise pour en faire un sujet qui pouvait paraître plutôt comme un sujet interne, de tambouille interne, entre guillemets, des équipes IT Tech, un sujet global pour l'entreprise, et du coup de donner envie et embarquer le reste de l'entreprise, parce que évidemment, dans ce type de transfo, les équipes Tech, les équipes IT sont directement impliquées, mais en fait, ça touche aussi toutes les équipes autour de ces équipes-là. Et donc pour ça, pour événementialiser, on a à la fois créé des product épisodes, donc des épisodes sur lesquels on allait faire des focus produits qui étaient présentés par les équipes elles-mêmes. Donc l'idée c'était que qu'une équipe puisse présenter un sujet qui fonctionnait bien chez elle. Je pense le sujet de priorisation, c'est toujours un grand sujet partout en général, parce qu'on va faire plein de choses et puis avant il faut arbitrer. Donc la priorisation, donc une équipe venait présenter comment elle gérait sa priorisation, ce qui permettait finalement de former les autres équipes, de créer un lien entre eux et du coup de finalement tous s'auto-former et grandir ensemble sur ces sujets. Ensuite, on a créé la Product Week, donc une semaine pendant laquelle on a ateliers, conférences, keynotes sur des sujets autour du produit. Cette Product Week, elle est à la fois animée par des internes côté L'Oréal, donc c'est génial parce que ça leur donne de la visibilité, ça permet une fois de plus de faire comprendre que oui, c'est possible aussi chez L'Oréal de faire des produits avec forte valeur, que ça marche super bien. Ça leur permet aussi de réseauter, de créer du lien entre eux, parce que L'Oréal, c'est immense, hein, vous l'imaginez, les entités sont très différentes les unes des autres, et en fait, les équipes produits perdues dans tout ça, dans une boîte où la culture, c'est la culture du produit physique, quoi. Elles peuvent se sentir un peu seules dans leur entité, et donc là, en fait, ça crée vraiment un engouement, du lien entre eux et une communauté qui se crée. Si je reviens à la Product Week, elle est donc à la fois organisée, animée par des internes côté L'Oréal, mais aussi par des externes, d'entreprises qui viennent du luxe, du retail, de la tech aussi. Donc ça permet aussi d'apporter d'autres manières de faire un peu sa veille quand on est dans le flow du quotidien, quand on est en produit, ça va vite. Donc il y a toujours une nouvelle tendance, innovation, donc ça leur permettait aussi de faire leur veille finalement sur ces sujets-là pendant cette Product Week et dans le cadre de leur boulot, donc ça c'était top. Une fois qu'on avait donné envie à tout le monde d'y aller, on les a formés et donc pour ça, on a pas mal utilisé de contenu de la Tiga Academy sur lequel on a vraiment leveragé. C'est un contenu qui avait fait ses preuves, donc évidemment on l'a adapté côté L'Oréal avec tout le contexte L'Oréal, mais par contre ça nous permet d'aller vraiment beaucoup plus vite sur le plan de formation. Ces formations,
On les a on les a organisés selon les enjeux et les niveaux de maturité. On avait des équipes qui avaient besoin de revoir les bases du product management, donc on a fait une formation de premier niveau. Il y avait d'autres équipes qui avaient plutôt des enjeux à aller sur des sujets d'expertise, donc on allait les former sur ces sujets d'expertise autour du product. D'autres équipes qui étaient très bonnes en termes de produits, mais finalement leur enjeu à elles, c'était plutôt de se former au process interne L'Oréal de fonctionnement, parce que, comme je vous le disais en introduction, il y a des équipes qui faisaient du produit, qui voulaient aller vite, et pour faire vite, elles pouvaient bypasser de manière consciente ou inconsciente les process internes, et donc elles, il fallait aussi les embarquer dans la transfo, et donc pour elles, c'était plutôt un enjeu de formation, entre guillemets, sur les process internes L'Oréal. La formation, c'était bien, c'était génial, ça a permis de remettre tout le monde à niveau. Mais la formation, il fallait qu'elle se digère et qu'elle s'imprègne dans le quotidien des équipes. Et donc pour ça, on a mis en place des product coachs, donc des coachs qui étaient assis à côté des équipes produits, qui les accompagnaient dans le quotidien, dans leur delivery. Et ça a été vraiment game changer pour les équipes, parce qu'elles étaient en capacité d'être accompagnées tous les jours par un coach et un expert qui venait à la fois comprendre les enjeux très spécifiques de chaque entité, la réalité opérationnelle, et qui avait à la fois cette expertise produit qui pouvait aussi parfois un peu les tirer en disant bah non, ça c'est pas de l'interne, ça tu peux faire un pas de côté là-dessus, ça non, tu peux pas le faire. Et donc on va essayer plutôt d'adapter entre guillemets les pratiques du product pour que ça s'intègre dans L'Oréal. Et donc ça vraiment, ça a été game changer dans la maturité, dans le progrès des équipes. Dernier élément, c'est finalement dans ce format d'entonnoir, c'est le lien qu'on a réussi à créer avec les équipes. Grâce à ce travail pendant un an où peut-être qu'au début elles nous ont vu arriver comme groupe et donc gouvernance et donc parfois peut-être contrôleur parce que entité groupe. Grâce au travail qu'on a fait, vraiment on a réussi à créer ce lien-là très fort avec eux. En fait, nous on est juste là pour vous aider à faire mieux votre taf et si vous le faites mieux, bah, tout le monde est satisfait. Donc dites-nous de quoi vous avez besoin et on s'assoit avec vous et on le fait. Et donc c'est ce qu'on a fait pendant un an et donc grâce à ça on a créé un lien fort, ce qui fait qu'aujourd'hui dans chacun des sujets, des chantiers qu'on adresse avec Sophia dans le cadre de cette transfo, on a toujours des équipes opérationnelles qui nous accompagnent partout, et que ce soit d'un sujet très micro à un sujet stratégique comme la politique de financement du portfolio IT L'Oréal. Et donc des PO travaillent, ou en tout cas sont amenés dans des cadres de notre transfo à participer à des workshops où on va travailler avec plutôt la finance côté L'Oréal. Et ça, ça crée beaucoup de valeur parce que c'est des équipes qui d'habitude sont très éloignés, qui ne se parlent pas, et du coup grâce à notre transfo, on joue ce rôle de pivot, on les fait communiquer ensemble, et plutôt que de rajouter de nouveaux process parce qu'une nouvelle manière de faire, on a plutôt tendance à simplifier, à fluidifier les process et à ce que ce soit beaucoup plus satisfaisant à la fois pour la gouvernance, les process, la finance, mais aussi les équipes très opérationnelles sur le terrain. Tout ce travail-là, pendant un an, nous a permis d'arriver à 3 résultats qui sont clés finalement au bout de cette année de transfo. Le premier élément de satisfaction, en tout cas de résultat dans le cadre de cette transfo, ça a été le fait de voir les équipes commencer à travailler autour de la valeur. Alors dit comme ça a l'air tellement basico-basique, on se dit bah, évidemment que l'objectif c'est de créer de la valeur et qu'ils ne le faisaient pas avant, mais c'est n'importe quoi. La réalité c'est qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'équipes produits, d'équipes tech, on est quand même plutôt des usines à features, c'est-à-dire on est très content d'avoir sorti 10 features, mais en fait on ne va pas regarder c'est quoi la valeur business de la feature, est-ce qu'elle a délivré une meilleure expérience au client ou pas. Non, on reste sur du KPI et pas sur du KVI. Et donc aujourd'hui, grâce à tout l'accompagnement, le fait d'avoir aidé les équipes à gagner en maturité, elles pilotent leurs produits au travers de la valeur. Et donc ça pour nous c'est génial parce qu'on dit bon, bah, le combat est gagné, en tout cas sur la partie delivery. Pas pour toutes les équipes évidemment encore, mais voilà, il reste des choses qui nous attendent, sinon c'est pas drôle. Ce qui est aussi intéressant dans cet élément autour de la valeur, c'est que le pilotage par la valeur, maintenant, commence à être au cœur des discussions sur le financement de ces produits. C'est-à-dire que ce sujet-là, il n'est plus que discuté dans les équipes produits, il est discuté avec les équipes et donc la finance de L'Oréal. Et ça, c'est génial parce que plutôt de se dire, OK, combien on a mis cette année sur ce produit-là, combien on va mettre l'année prochaine, on va mettre plus 10 ou 20% selon le contexte favorable économique ou pas, on est plutôt en train de se dire combien a rapporté ce produit-là,
c'est quoi son potentiel de valeur et du coup combien on va mettre l'année prochaine là-dessus ou pas, parce que finalement le produit n'a pas fait ses preuves et du coup il va falloir pivoter. Et donc ça c'est des conversations très intéressantes parce que ça veut dire qu'on rentre dans le process de fonctionnement interne de L'Oréal et une fois qu'on a hacké le process entre guillemets, une fois qu'on l'a fait évoluer, on est sûr que c'est intégré complètement dans la culture de la boîte et que le changement d'état d'esprit est fait. Deuxième résultat important, c'est donc l'upskilling. Comme vous a dit, on a formé toutes les équipes aujourd'hui, donc on les a toutes mises à niveau. Et on continue les programmes de formation selon les niveaux d'experts, enfin, selon les sujets qui sont ouverts ou pas par les équipes. Mais surtout, aujourd'hui, la formation produit fait partie de tout l'onboarding de chaque nouveau arrivant dans les équipes produits IT. Et ça aussi, ça a l'air basico-basique comme ça. La réalité, c'est que dans des grands groupes, et c'est vraiment pas le cas que L'Oréal, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de changements internes. On a un chef de projet qui a jamais fait de produit, qui se retrouve PO, PM. En fait, il sait parfois même pas ce que veut dire le poste. Et donc aujourd'hui, ça fait partie de l'onboarding. Donc on a remis tout le monde à niveau et les nouvelles arrivantes intégreront ce parcours-là. Donc on s'assure finalement d'un niveau de maturité des équipes minimum à leur arrivée. Dernier élément, mais j'en ai un petit peu parlé, c'est le fait de la création d'une vraie communauté produits et produits digital au sein de L'Oréal. Et ça, c'est hyper important parce qu'une fois de plus, L'Oréal, c'est une boîte de culture produit physique. Donc dès qu'on parle produit, pour nous qui venons de product management, c'est très clair. C'est-à-dire évidemment qu'on parle de product management. C'est pas du tout clair dans une entreprise qui fait des produits physiques. Et donc, je vous l'ai dit, il y avait des entités très différentes. Les équipes produits avaient peut-être parfois le sentiment d'être seuls au monde. Et en fait, le fait de les avoir connectés entre eux, ça crée vraiment du pouvoir. Et donc, ils prennent de plus en plus de place. Et donc, ça permet aussi de changer le regard sur les équipes produits, de se dire, en fait, on n'est pas là pour exécuter ce que nous demande le business et d'être dans cette relation client-fournisseur. Mais nous aussi, on a un rôle à jouer dans le business de demain de L'Oréal. Et ça aussi, c'est preuve du changement culturel qui est en train de s'opérer chez L'Oréal. Donc évidemment, il nous reste encore... Il ne reste pas beaucoup de temps. Ok, je vais accélérer. Ouais. Donc, je vais accélérer rapidement sur les prochains défis, puisque il nous reste encore beaucoup à faire. On n'est que la première année. Mais je dirais rapidement, le premier gros défi, c'est donc je vous l'ai dit, ce qui a été structurant, c'est le coaching opérationnel des équipes, les coachings produits. C'est le cas sur certaines entités, pas sur toutes, donc on a encore à les convaincre, puisque c'est elles qui financent aussi, donc il faut qu'on les convainque de l'importance. Donc ça, c'est un track, je dirais. Deuxième élément, c'est sanctuariser la track produit et la track MVP. Aujourd'hui, c'est géré dans les process internes de L'Oréal comme une exception et pas comme une règle connue de toutes et de tous, et donc processisé. Donc il y a les discussions sont en cours sur créer une track vraiment produit et MVP dans les process internes. Et dernier élément, et ça je dirais que c'est l'enjeu des enjeux, le défi, c'est embarquer le business. Donc côté delivery, dans le process produit, on est plutôt confiant sur le delivery des équipes produits aujourd'hui. Maintenant l'enjeu il est d'aller collaborer, d'aller travailler avec les équipes business pour travailler cette phase de discovery qui permettra vraiment de changer le mindset, et je m'arrête là. Merci. Juste sur les formations, pour compléter, il y a effectivement les formations axées sur les PMPO, sur les équipes produits, mais aussi on a investi sur les formations de l'écosystème toujours. Les relais de la transformation, les personnes qui gravitent autour des équipes produits, qui ne sont pas familiers vraiment avec les pratiques produits. On a créé des e-learning internes, on a avec Sarah créé des formations présentielles pour acculturer au product management auprès de ces acteurs qui gravitent autour des équipes produits. C'était pour compléter le sujet. Très rapidement, que faut-il retenir, en tout cas avec un recul d'1 an de ces transformations? On a appris à être pragmatique. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quand on arrive dans un groupe avec différents périmètres, etc., on peut être très rapidement pris par le syndrome du super-héros et vouloir accompagner tout le monde, toutes les équipes de la recherche, les équipes digitales, les équipes du retail, enfin voilà, tous les domaines. Sauf qu'effectivement, il y a des niveaux de maturité différents, comme on l'a dit, mais il y a aussi des équipes qui sont plus enclins à vouloir se transformer, à vouloir avancer avec vous. Donc on a maximisé nos chances, on a joué nos cartes là où on pouvait gagner.
L'idée, c'était d'avoir du succès assez rapidement, de montrer réellement tout ce qui marche, en prenant le temps de s'acculturer au product management, de se former, de définir des vrais KPI, et voilà en quoi ça va vous servir, parce que pour d'autres, ils disent, bah, de toute façon, c'est du process pour du process. Donc on a joué là où effectivement on pouvait gagner pour donner envie après aux autres et les embarquer. Donner constamment de la visibilité sur l'avancement, ça c'est un point aussi qui est dans la culture de L'Oréal, on a beaucoup communiqué sur ce qu'on fait. Et donc l'idée c'était d'utiliser tous les canaux qu'on pouvait avoir, que ce soit des codires, des grosses plénières d'équipe, de périmètres, etc. On a même fait un moment un roadshow des codires pour aller justement évangéliser, parler de tout ce qu'on fait, montrer concrètement l'impact. Et là où effectivement on a beaucoup travaillé avec les relais locaux de transformation, que ce soit en Europe, en Asie, aux US, etc., pour aussi adapter aussi nos discours aux équipes locales. Le dernier point un peu bisounours, mais je tenais quand même à le mettre, c'est ne pas négliger le facteur humain. Pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, on est dans un cadre d'un groupe international, donc tout se fait beaucoup en virtuel. Hein. Il y a des équipes qui sont en France, très bien, on arrive à se voir, etc., mais le reste, la majorité, ne sont pas en France. Donc on peut très rapidement avoir un certain nombre de barrières ou un peu de la distance. Et donc on a leveragé un peu un sujet qui existe beaucoup dans la culture de l'Irak qui s'appelle le fit. Le fit, c'est prendre un moment en one-to-one avec quelqu'un avec qui vous serez amené à travailler pour un petit peu faire le icebreaker, pour casser un peu, briser la glace, donc se présenter, etc., le côté un peu plus formel, mais aussi pour discuter des vrais challenges qu'on a personnellement dans l'aventure qu'on mène chez L'Oréal. Et donc ça permet... Et après, derrière, l'idée, c'est de nourrir ce fit-là continuellement. Et ça permet aussi de mettre un peu d'humain, de dire, voilà, l'idée, c'est pas que je te change ta manière de faire, mais au moins, voilà, réellement, en quoi ça apporte et de casser un peu ce côté, comme disait Sarah, du groupe qui vient un peu changer les choses. Je pense que j'ai tout dit. Merci beaucoup pour votre écoute. Je pense qu'on aura 5 minutes pour prendre des questions, s'il y en a. Merci.